Salut à tous, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com. Avec aujourd'hui une petite variante néanmoins. Eh bien Jean-Luc n'est pas là, mais on a demandé à Patrick Rivet de le remplacer. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Ah ouais, le banc de touche, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Je le fais. Allez, écoute, tu es le remplaçant de luxe ici, donc tu es le bienvenu. On va essayer de répondre évidemment à vos questions que vous avez pu poser sur le forum de motorstv.com à la rubrique Monoplace. On va quand même néanmoins, Patrick, toi et moi, passer en revue l'actualité de ces derniers jours en ce qui concerne la F1, parce qu'il y a des petites choses à dire quand même. Il y a des petites choses à dire, beaucoup de choses, en particulier du nouveau chez Renault avec Robert Kubica qui arrive chez Renault. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est confirmé depuis la semaine dernière. À la limite, moi je dirais que c'est naturel. L'engagement de Kubica. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait deux pilotes dans la filière Renault qui étaient regardés de très très près par cette filière. C'était Kovalainen et Kubica, et on avait choisi Kovalainen. Kovalainen, il est déjà passé chez Renault. Rien ne dit d'ailleurs qu'un jour il n'y retournera pas. Et puis, bien, c'était presque logique que Kubica aille chez Renault. Et ce d'autant plus que lui-même, il n'a pas oublié qu'il a été aidé par Renault à une certaine époque. Donc voilà. C'était pas une surprise, franchement. Et sur le marché, par rapport aux pilotes disponibles, Kubica était, à mon avis, le choix évident. On va revenir dans quelques instants sur le deuxième pilote Renault, parce qu'on s'interroge beaucoup. Néanmoins, dans les dernières news, Timo Glock absent. C'est vrai que sur le moment, suite à son accident de Suzuka, on pensait qu'avec, on avait eu la coupure, il n'était pas là le dimanche. Mais il est touché à une vertèbre, et donc il touché à une vertèbre, il sera pas là. Donc comme quoi, son choc était vraiment énorme, un gros choc, ce qui remet pas encore une fois en cause, à la limite, Suzuka. Rappelez-vous, qui avait été remplacé par Monfuji parce qu'il y avait quand même des petits soucis de sécurité. Ça reste un des plus beaux circuits du monde, mais ça reste quand même un circuit encore un petit peu dangereux. Il va falloir travailler du côté de Suzuka, et on souhaite bien sûr prendre rétablissement à Timo Glock qui tenait un petit peu la maison Toyota. Heureusement, il a été bien secondé par Trulli au Japon. Alors il sera remplacé par Kamui Kobayashi, le pilote japonais, qui va donc faire ses grands débuts officiels en F1, cette fois-ci véritablement pendant un Grand Prix. Ça ne sera pas forcément facile à Interlagos pour débuter. On parle de Suzuka. C'est comme les Européens quand ils débutent à Suzuka. Là, c'est le Japonais qui débute à Interlagos. C'est aussi un sacré juge de paix, ce tracé d'Interlagos. Massa, Ferrari l'a dit, ne reviendra pas en Grand Prix en 2009. Il va quand même rouler au volant de la F1 2007 à Fiorano, mais pas à Abu Dhabi, c'est ça que ça veut dire. Bon, c'est la voie de la raison, là, c'est d'accord. C'est la voie de la raison aussi, autant qu'ils se remettent bien. De toute manière, depuis quelques Grands Prix, il n'y a qu'une voiture préparée chez Ferrari, il n'y en a pas deux, donc c'est pas la peine qu'ils reviennent. Bon, allez, les questions directement issues du forum. De Formula 80, de go-f1.com, Mac Alonso, Filou F1, tous s'interrogent un peu sur le même thème, donc on y va. Romain Grosjean sera-t-il toujours en Formule 1 en 2010? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une excellente question. Ce n'est pas forcément évident parce que quand on veut se battre pour le titre ou quand on veut revenir à haut niveau, on se doit d'avoir deux pilotes, je dirais, presque d'égale valeur. Avec Kubica, on sait qu'on a un pilote capable de gagner Grand Prix puisqu'il l'a déjà fait. En plus, on perd Alonso qui est quand même un des 3 ou 4 grands du moment. Donc, est-ce qu'il y a une place pour apprendre encore le métier à quelqu'un ou est-ce qu'il n'y a pas la nécessité et le besoin d'avoir deux pilotes capables, l'un comme l'autre, de faire des résultats? Voilà, la question reste posée. Bon, cela dit, c'est pas encore. On ne dit pas non plus que Grosjean n'a pas été bon. Simplement, aujourd'hui, en F1, quand on veut être une grande équipe de F1, il faut avoir deux pilotes d'égale valeur. Alors, si tu veux bien, je vais un peu répondre à la question suivante qui émane de JM30. D'ailleurs, j'allais te le dire, n'hésite pas à te poser des questions. Écoute, j'y vais. Bianchi, Jules de son prénom, peut-il devenir notre champion de F1 à moyen terme? Alors, Jules Bianchi, effectivement, on peut célébrer ce titre magnifiquement acquis. Le voici officiellement donc champion de F3 Euro Series. Et tu sais, Patrick, il succède à des pilotes prestigieux dans cette discipline. On pense tout de suite évidemment à Lewis Hamilton, mais moi je me souviens de Jamie Green. Ce sont des super pilotes, bien évidemment. Hülkenberg, comme on ne peut en parler, qui sera en F1 l'année prochaine. Alors, moi je te dis, et je pense que effectivement, si on veut faire une sorte de hiérarchie des pilotes français, en début d'année 2009, la hiérarchie était la suivante. C'était forcément Bourdet qui était en F1, c'était Grosjean qui était en GP2, et c'était quand même Bianchi en numéro 3. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a d'autres pilotes français en Euro Series F3, je pense à Jean-Carl Vernet par exemple, mais de par son positionnement chez Art Grand Prix, forcément Jules Bianchi, et par de fait aussi qu'il allait redoubler cette saison, était numéro 3. Il fallait qu'il
remporte le titre F3 Euro Series. C'était sa mission obligatoire. Oui, quand on redouble au sein de Hart Grand Prix, on se doit de gagner, c'est évident. Donc il avait pour mission d'aller chercher le titre, il l'a fait. Donc déjà, c'était pas si évident que ça. On sait l'année prochaine qu'il sera en GP2 chez Hart Grand Prix. Donc forcément, synonyme d'avoir une voiture qui peut gagner. Eh bien moi je vous dis que oui. En tout cas, s'il doit y avoir un prochain pilote français en F1, ce sera Jules Bianchi. Ce sera a priori pas un autre. Même si j'ai dans un petit coin de l'esprit la possibilité que Simon Pagenaud puisse y aller quand même par un moyen détourné, peut-être par rapport aux nouvelles équipes et par rapport au fait qu'ils connaissent du monde en American Le Mans Series qui vont se retrouver en F1 l'année prochaine. Mais ça, c'est vraiment un tout autre débat. Donc oui, Jules Bianchi, à mon avis, a toutes les cartes en main pour bien réussir en F1. Maintenant, on en parlait avec Grosjean. De nos jours, il faut aussi très vite réussir. Oui, il faut très vite réussir. On se rappelle quand même d'un élément essentiel, c'est qu'il n'y a plus d'essais privés. Et les troisièmes pilotes, aujourd'hui, on est obligé de les mettre dans le grand bain pour qu'ils se fassent un petit peu les dents directement en course. Et la F1 ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas en même temps mettre quelqu'un dans le grand bain en lui disant « prends ton temps, apprends ». Non, elle est capable. Les team managers le disent, mais c'est pas vrai, ils ne le pensent pas. Et d'emblée, si vous ne faites pas un bon chrono dans la première séance d'essai libre à laquelle vous participez, vous êtes déjà catalogué pas bon. Et je ne parle pas des médias qui ont aussi souvent tendance à cataloguer un petit peu trop vite les gens qui débutent en F1. Ouais, c'est un petit peu ça. Allez, tu sais que depuis quelques temps, eh bien, Denis Chevrier participe à la vie de motorstay.com, si j'ose dire, et il intervient dans ce debriefing. Donc Patrick, on va se tourner pour saluer Denis qui va intervenir par vidéo. Salut Denis. Bonjour Laurent Frédéric, bonjour Patrick. Et je crois qu'aujourd'hui, Denis, tu voulais nous parler du KERS, du SREC en français. Bon, on va arriver au bout de l'année 2010. Quel est un petit peu ton bilan sur ce système qui, a priori, ne sera pas reconduit l'an prochain? Oui, ce KERS, effectivement, on en a beaucoup parlé au début de saison, pendant la saison, au titre de la nouveauté que ça représentait. Je crois que maintenant, tout le monde a bien compris ce qu'il en était. Et il y a deux types de questions dans celle-là. Le KERS, le bilan sportif, le bilan technique. Je pense que celui pour lequel tu me poses la question, c'est plus le technique. Là, je crois que les choses paraissent quand même très claires. Il ne me paraît pas imaginable que la Formule 1 tourne le dos à ce type de dispositif sous peine de devenir caduque et de s'écarter de ce qui faisait vraiment son essence technique et qui véhiculait son image si forte, qui était celle d'être de pionnière ou en tout cas d'accompagnatrice de technologie de l'automobile, de celle de Monsieur Tout-le-Monde. Or, aujourd'hui, s'il y a une évidence, c'est que la voiture du futur, et c'est pas celle dans 15 ans, c'est celle dans quelques années, voire même celle d'aujourd'hui, elle a un impératif économique au niveau de l'énergie qui est absolument colossal et fondamental. Il en va de sa survie. Donc, le KERS est un des dispositifs, récupération de l'énergie cinétique, il y en a d'autres, et la question paraît impossible à ne pas prendre en compte et surtout à l'intégrer dans la Formule 1, avec bien évidemment des adaptations de réglementation sportive, technique, etc., pour que une équité sportive, pour que des limitations soient assurées, etc. Mais ça, c'est une deuxième question. La première réponse, le KERS et ses dérivés, bien évidemment, on ne peut pas en rester que là, me paraissent incontournables pour le futur de la Formule 1 si elle ne veut pas y perdre son essence même qui a été la source de son succès et de l'engouement d'un nombre important de personnes qui était l'innovation, le savoir-faire. Ok, merci Denis, comme toujours très intéressant de t'écouter. Et donc, toujours sympa d'être tenu au courant avec le KERS, voilà. c'est sûr. Excellent, Denis qu'on retrouvera dès le prochain numéro du débriefing F1 bien sûr. Alors tu évoquais, et c'est une question de Boris Alonso, des essais privés, il n'y en a pas beaucoup en F1. Lui, il se demande, Boris Alonso, mais pourquoi pas faire des essais le lundi suivant les Grands Prix? Tout le monde est sur place, pourquoi pas rester le lundi? Oui, tout à fait, ça serait une bonne idée. En plus, on pourrait travailler avec les réglages de la veille, à partir des chronos de la veille. Oui, c'est une bonne idée. Après tout, on ne cesse en F1 de vouloir raccourcir les week-ends. On parle de plus en plus, où on imaginera peut-être un jour des Grands Prix sur 2 jours, samedi et dimanche. Les équipes sont prêtes à dépenser un 3e jour, plutôt que ça soit le vendredi qui ne sort pas grand-chose, faut-il bien le reconnaître. Oui, pourquoi pas rester en préparation du Grand Prix suivant. Le tout est de savoir si on peut quel moteur utiliser, quelle boîte utiliser. Voilà, ça rajoute du kilométrage à des moteurs et des boîtes qui sont déjà limités en kilométrage. Donc ça, il faudra voir quand même. Je voudrais maintenant qu'on évoque la mémoire de Jean Sage. Oui. Patrick, Jean Sage nous a quittés cette semaine. C'était quand même un grand personnage du milieu du sport automobile. Peux-tu nous en parler un petit peu? Jean Sage, c'était un sacré personnage, une sacrée personnalité, souvent bougon,
mais sur le fond, sympa et surtout extrêmement passionné. Jean Sage, il a été pilote, ensuite il est rentré dans le sport automobile en progressant avec Renault. Oui. Il y a d'abord eu l'équipe Elf2, rappelez-vous, hein, avec Gérard Larousse, on était à l'époque en F2 avec Jean-Pierre Jabou, il y a ensuite eu les prototypes de litres, il y a eu cette aventure avec Bernard Dudot, avec François Castin, qui a porté également Renault à la fois vers la F1 et puis à la fois vers les 24 heures du Mans. Jean Sage, avec son ami Gérard Larousse, eh bien, ils étaient ensemble dans toute cette aventure et il est resté, Jean Sage, manager, directeur sportif, homme à tout faire, cerveau de l'écurie F1 derrière Gérard Larousse, même après que Gérard Larousse en soit parti jusqu'à Ayrton Senna, Lotus 1986. Puis après, il s'est retourné vers sa grande passion qui était les voitures anciennes et Ferrari. Et c'était, moi je me rappelle un jour d'un anniversaire de la 250 GTO en Bourgogne. Il y avait là eh bien une alignée des 250 GTO les unes à côté des autres. Et Jean Sage était capable de m'expliquer l'histoire de chaque voiture, les unes après les autres. Elle appartient à un tel, elle avait appartenu à monsieur machin, ah puis je l'ai conduite un telle année. C'était un moment extraordinaire. Ah oui, oui. Bon. Prince Caméléon sur le forum nous rappelle que Interlagos, donc c'est dimanche prochain, Interlagos si on veut dire aussi, a été le théâtre de l'obtention des couronnes ces dernières années, hein, entre Alonso, Raikkonen et puis Hamilton l'an dernier qui a obtenu le titre. Moi justement, j'ai envie de te poser une question parce que tu penses que Rubens Barrichello est capable d'être champion du monde à Interlagos? Voilà, moi ce que je vous le dis franchement, voilà ce que je pense. Alors je pense que Barrichello, tout comme Massa, qui ne sera pas là, bon, est très motivé lorsqu'il arrive chez lui au Brésil. Et ça, on ne va pas lui enlever cette motivation, surtout que cette année, il a une chance d'aller obtenir le titre de champion du monde. Mais enfin, il a quand même 14 points de retard sur Button. Sauf que vous êtes comme moi, vous avez constaté que dans les années précédentes, et notamment lorsqu'il était chez Ferrari, eh bien Barrichello n'a jamais eu de réussite à Interlagos. Alors parfois, il y a eu des conditions qui ont peut-être aidé à sa malchance. Le fait est qu'il n'a jamais réussi à gagner là-bas. Eh bien, j'ose, hélas, penser qu'il ne gagnera pas de nouveau cette année et que c'est chez lui qu'il perdra cette année le titre de champion du monde. Vous le notez bien, hein? Voilà, je me lance, je me mouille. Lundi prochain, voilà. Il y a moyen de faire une petite discussion avec LFB. Là. Même si cette victoire ferait plaisir à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai, gagner chez lui, ça serait pratiquement même peut-être l'aboutissement de sa carrière. Mais je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, il est quelque part écrit qu'il n'arrivera pas à gagner chez lui. Et je pense que c'est même cruellement encore plus le cas. C'est chez lui qu'il perdra le titre. Et que je pense que Button, logiquement, va arriver enfin à obtenir ce titre mondial. Dans la douleur, hein. Oui, c'est sûr. Ça aurait été laborieux. Ouais, ça aurait été laborieux. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, on en parlera. Mais voilà ce que je pressens, plus que je sens. Patrick, on va terminer. Toi et moi, nous avons commenté ce week-end Bathurst. On peut pas, petite parenthèse hors F1, vous nous excusez, mais on veut la faire. On a commenté les 1000 km de Bathurst, l'épreuve phare du V8 Super 15 australien. Encore une fois, on est encore même sous le choc. Oui, on est encore sous le choc d'une course. D'abord, merci. Je tenais à remercier tous les fidèles et tous ceux qui sont venus sur notre forum, qui sont venus sur notre antenne pour voir cette course sans nuit blanche. Une nuit blanche, sans nul autre pareil. Alors c'est vrai, on parlait Formule 1. Et là, en fait, on est en train de faire quoi? De parler de voitures de tourisme. Mais oui, mais quelle course, quel championnat! James Thompson et Ben Collins, qui ont été les invités européens, parmi les invités européens de cette course, le disent eux-mêmes. On ne cesse de parler de F1 en Europe parce qu'on a la culture F1, mais nous, on adore y aller, on aime conduire ces voitures. Le Mans, Bathurst, 24 heures de Spa, pour nous, ce sont des courses magiques et des non magiques. Et la course, cette année, encore une fois, elle a été exceptionnelle, magique, avec des rebondissements. Et bon, des dépassements, de l'incertitude, de l'engagement à 120% à tout moment. La victoire est allée, on va dire, à une des deux voitures favorites. La victoire n'a pas été volée, elle est logique, mais on s'est régalé. On espère que l'année prochaine, vous serez encore plus nombreux à regarder cette course sur notre antenne. Voilà. Ne manquez pas les rediffs. Franchement, il faut le faire, il faut le voir. Bon, merci Patrick. Ainsi se termine ce numéro du débriefing F1. Donc, lundi prochain, le rendez-vous est pris et on sera le lendemain du Grand Prix du Brésil. Donc là, il y aura des choses à dire. Oui, mais j'assumerai. Allez, vous nous posez vos questions et puis donc à très bientôt sur motorcd.com. Salut!